Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre un jeune qui n'a pas peur de se livrer, mais qui en plus en retire un plaisir évident. Frédéric Roy-Hall. Vous le savez, je vous le dis assez souvent, le projet Connaissez-vous sert à vous présenter des gens que vous ne connaissez pas ou des gens que vous connaissez puis que vous allez peut-être avoir l'occasion de les connaître mieux. Mais en premier lieu, je rencontre des nouvelles personnes, souvent. Et aujourd'hui, je suis très content parce que la personne que je rencontre, elle n'est pas tout à fait de mon âge, mais elle n'a pas non plus 18 ans. On est un peu entre les deux. Et ça fait du bien de rencontrer des gens de toutes les dizaines, on pourrait dire. Alors, mon invité aujourd'hui, il a un long nom et un nom, comme on disait un peu en blague, qui sonne des fois drôle à la synthèse vocale. Il s'appelle Frédéric Roy-Hall. Bonjour Frédéric. Bonjour. C'est rare que je mets autant d'intensité sur la prononciation du nom. Mais effectivement, la synthèse vocale, ça passe à la charcuterie. Elle joue des mauvais tours des fois dans la prononciation. Exactement. Donc un nom composé. Hein, donc on comprend, j'imagine, que c'est le nom de ton père et de ta mère. Exactement. Voilà. C'est une grosse déduction. Ça me semble juste. Pour commencer l'entrevue, hein. Mais bon, qui dit les deux noms dit décisions qui se sont prises probablement à ta naissance ou même avant. J'aimerais ça qu'on commence par là. J'ai dit que t'avais pas 18, mais que t'avais pas 44 non plus. Alors, tu dirais que t'es né en quelle année? Je suis né en 89, donc j'ai 30 ans en ce moment, puis j'ai 30 ans et 8 mois, pour être plus précis. Okay. Mais même plus que ça, 30 ans et 10 mois, j'ai bientôt 31. Bon, c'est quand ta fête? C'est le 14 avril. Bon, peut-être même qu'au moment où l'émission va être J'aurai diffusée, peut-être 31 au moment où ça sortira. T'auras peut-être déjà 31. Génial. Alors, toi, tu es né où, Frédéric? Moi, je suis né dans les Laurentides, dans le coin de Saint-Jérôme. Okay. Moi, à l'hôpital, à l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, là, mais dans un petit coin du quartier de Bellefeuille qui est devenu Saint-Jérôme avec les fusions. Sur le bord d'un lac, dans un ancien chalet qui est devenu une maison éventuellement, là, assez profond dans la nature. OK. Et famille nombreuse? Moi, j'ai un grand frère et une grande sœur. Puis 2 parents, naturellement. Ah oui? Mais ça ressemble à ça. Je suis le plus jeune d'une famille de 3 enfants. OK. Et toi, au niveau de ton handicap visuel, c'est quoi exactement? Mais moi, je suis un albinos oculaire. OK. Donc, j'ai une vision 6-26 qui est... Quand on le calcule selon les standards gouvernementaux québécois, là, je suis pas mal exactement à l'endroit où, si j'aurais vu un peu plus, je serais pas considéré comme un handicapé visuel. OK, ça te limite, là. Je suis limite, je suis dans la bonne catégorie quand même, mais tu sais, étant donné qu'il y a toujours des micro-variations dans le temps, des fois je suis un petit peu en dessous, là, mais c'est pas mal du 6-26 tout le temps. Donc albinos, on parle d'éblouissement par rapport au soleil, aux grosses lumières, ce genre de choses-là, mais surtout aussi d'une vision qui est floue. C'est surtout ça, là. Mais effectivement, j'ai la chance d'être parmi toute cette belle gang de monde là qui ont des handicaps visuels, d'être un de ceux qui voient le mieux, mais dans la société, je suis quand même dans le percentile le plus bas, là, si on voit ce que je veux dire. Ouais, OK. C'est vrai que expliquer comme ça montre comme les côtés de médaille dans les deux Exactement. les deux situations, hein. Exactement. J'aurais été très malchanceux si j'aurais vu 1 ou 2% de plus, j'aurais pas rentré dans la catégorie, j'aurais pas eu droit à rien d'autre de service, mais j'aurais eu tous les désavantages quand même du handicap. D'être dans les bas de ceux qui voient beaucoup, là. Exactement. Quand on dit qu'il y a rien j'allais dire rien qui arrive pour rien, c'est pas ça l'expression que je cherchais. Mais au moins ça, tu sais, je veux dire, au moins non, mais je le vois comme positif, moi, absolument. Ah ben oui, parce que, tu sais, dans le fond, hein, on peut pas changer grand-chose à ça. Puis... Non, exact.
Est-ce que tu es le seul de ta famille à... Oui, je suis le seul de ma famille. Ok. Exactement. Il paraîtrait que j'aurais tu sais, naturellement, c'est héréditaire, l'albinisme. Fait que j'ai un petit cousin éloigné qui est albinos aussi, que j'ai croisé 2 fois à l'ACPEV, à l'Association québécoise de parents d'enfants handicapés visuels, là. Mais c'est tout. OK. Et quand tu étais... Ça a été quoi, toi? Comment tu t'es aperçu, dans le fond, que tu étais un voyant qui voyait moins? Mais moi, en réalité, c'est ma mère qui s'en est rendu compte. OK. Très tôt aussi, ma mère, c'est quelqu'un d'extrêmement attentionné, mais qui fait énormément de recherches. C'est aussi une infirmière qui, dans cette époque-là, je crois, travaillait souvent au niveau je veux dire, travaillait était toujours près des médecins, elle posait beaucoup de questions, puis c'était une jeune infirmière qui prenait l'attention de ses enfants comme du monde, puis elle s'est rendue compte que moi je lui donnais pas, j'avais pas tant que ça de stimuli visuels quand elle essayait d'interagir avec moi. Fait que autour de l'âge de 6 à 8 mois, je crois, elle a été référée par un médecin à Sainte-Justine pour venir regarder qu'est-ce qu'il y avait. Puis déjà, ils m'ont mis, déjà au moment où j'ai eu les gouttes dans les yeux qu'on met avant chacun de nos tests chez Ouais, pour dilater. La pupille. La pupille. Il paraîtrait qu'à ce moment-là, ça a été une des premières fois que j'ai eu des stimuli visuels à partir de cet endroit-là. Puis bon, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant qu'on comprenne que j'avais de l'albinisme oculaire là, à Sainte-Justine directement. OK. Donc, ça s'est découvert quand même assez tôt. Oui, exactement. OK. Puis toi, en tant qu'enfant, est-ce que tu te souviens un peu de choses que tu t'es aperçu que t'étais pas comme toutes les autres? Moi, je l'ai pas vu comme ça, mais j'avais pas encore 1 an que il y avait déjà ma maison commençait déjà à être adaptée pour ma vision. Ils ont changé les néons, ils ont changé les lumières. Ma mère était assez intense là-dessus et je lui en remercie énormément. Mais elle a été conscientisée puis elle a fait tous les recherches du monde d'aller chercher le plus de services possible. Déjà là à 2 ans, j'étais suivi à l'Institut Nazareth et Louis Braille avec en orientation mobilité. À 2 ans? À 2 ans, ça a été vraiment de bonheur. OK. Fait que rapidement, j'avais pas un suivi intensif, mais j'avais déjà plusieurs choses, puis ma mère poussait pour avoir ce service-là énormément. Fait que moi, depuis que je me rappelle, j'ai toujours été un handicapé visuel sans savoir qu'est-ce que ça allait représenter par rapport aux choses est-ce que je vois autant que quelqu'un ou non. Je savais que j'étais un handicapé visuel, c'était ça que j'étais. Puis j'allais avoir de la crème solaire, mon albinisme, à tous les jours de ma vie, à toutes les 2 heures, avec ma casquette, mes lunettes de soleil, peu importe. Je savais que c'était pas toujours la même chose pour les autres enfants. Mais moi, je l'ai toujours vu comme si j'étais spécial, puis c'était ultra positif, puis que les autres, eux autres, il y en avait pas d'handicap visuel, fait qu'ils les avaient pas les lunettes de soleil, ils les avaient pas les casquettes, puis moi, je trouvais ça plate pour eux. Là. Ça a été toujours comme ça que je l'ai perçu de ma plus tendre jeunesse, là, du moins, c'est comme ça que je l'ai perçu. J'étais spécial et unique. Fait que ça a été apporté à moi, je pense, de manière très positive, jamais de manière négative par mes 2 parents. Fait que je me souviens quand je suis allé assez rapidement quand je suis rentré à l'école, là, les premières choses que je faisais, ma mère était très intense, puis à mon adolescence, naturellement, j'ai trouvé ça, je le regardais d'un œil négatif, mais quand que je reviens à quand j'étais jeune, elle a tellement fait de choses que pour moi, je me sentais juste aimé, puis si j'aurais pas été handicapé visuel, j'aurais pas eu toute cette attention-là, puis ça aurait pas été aussi le fun. Okay. C'est ma vision du jeune enfant là, que de mes 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, là, c'est comme ça que je me suis toujours perçu. OK. Puis là, quand t'es rentré à l'école, est-ce que ça a été bien? Est-ce que ça a été je me considère très chanceux, puis je pense qu'il y a quand même d'autres personnes qui le vivent comme ça, plus jeunes, mais moi je le vois, j'ai toujours été quelqu'un de très extraverti, comme mon père. Et quand je suis rentré à l'école, je vais donner l'exemple parce que je pense qu'elle est cute quand je regarde ça plus tôt à quel point la majorité des enfants feraient pas ça, mais ma mère m'avait demandé que je fasse une présentation aux autres élèves pour leur expliquer que j'avais un handicap visuel, puis que c'est pour ça que j'avais un télescope en classe, c'est pour ça que j'avais en 3e année, un petit peu plus tard, ma télévisionneuse, que j'aurais toutes ces petites adaptations-là pour moi, que je serais toujours en avant, mais
en avant de la première rangée, en avant pour voir au tableau, puis je me lèverais devant le tableau pour aller lire sur le tableau, tu sais. Fait que j'étais toujours debout devant le tableau à côté du prof, mais ma mère m'avait demandé de faire une présentation aux autres élèves qui étaient venus expliquer un petit peu plus aussi. Fait que je me souviens, moi, je me rappelle pas si c'était c'était probablement pas à la maternelle, mais probablement en première année, je m'étais... première journée d'école, j'avais présenté mon handicap, puis moi je me souviens qu'après ça, j'étais la seule personne qui avait eu presque 20 minutes pour me présenter, fait que toute la classe me connaissait, tout le monde avait des questions pour moi, tout le monde avait envie d'être mon ami, c'était le fun, puis moi j'avais des télescopes, j'avais des loupes, je les prêtais à tous mes amis, je trouvais ça génial, puis j'étais le centre de l'attention, puis je me dis waouh, je suis le fun, moi je suis spécial, je suis unique. J'adorais ça parce que j'avais pas encore vécu des difficultés par rapport à ça. Fait que pour moi, il y avait juste du positif, j'avais juste plein de gens qui me trouvaient cool parce que j'avais quelque chose de différent. C'est que là, les gens de ta classe, eux autres, c'est ça, ils te connaissaient. Exactement. Il y avait la chance de pouvoir te poser des questions, de pouvoir jouer avec tes instruments, puis tout ça. Ouais, exactement. Là, je sais que je vais être plate, mais je allons-y. peux pas faire autrement. Parce que bon, c'est beau, ta classe, mais est-ce que les autres élèves, eux, je sais pas, moi, à la récréation, au midi, est-ce que eux étaient gentils aussi? Est-ce que... Ça a toujours été très, 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 très gentil. Je vais dire par rapport au handicap, parce que je pense les enfants sont ce qu'ils sont aussi. Ils sont méchants des fois. Ils sont très méchants des fois, mais je pense que j'étais probablement très naïf, puis j'ai toujours vu... Là, je parle encore de jusqu'à mes 5-7 ans, là, OK? Des premières années de ma vie, là. On en mais est dans là. cette période-là, je l'ai toujours vu. Ma mère me disait quand les gens, ils nous écœuraient, c'est parce qu'ils étaient jaloux de nous. Puis moi, je m'étais toujours vu comme quelqu'un de tellement unique à cause de mon handicap visuel qu'il y avait personne d'autre qui avait le droit d'avoir un télescope en classe, là, tu sais. Fait que moi, je me voyais tellement comme unique que quand les gens... ils allaient me niaiser avec ça, ils me posaient des questions, ou je leur expliquais, puis je leur jasais, puis je leur montrais des affaires, puis j'étais super content de leur montrer tout ça. Mais deux, quand je me sentais un petit peu plus niaisé, ou quand on était dans les périodes de sport, mettons de ballon ou de choses comme ça, quand les gens me niaisaient ou ils me voulaient pas dans leur équipe ou des choses comme ça, parce qu'on le remarque assez rapidement, ça, je l'ai toujours vu comme c'est correct, faut que je comprenne ces gens-là, probablement que les autres sont pas uniques puis qu'ils se sentent mal dans leur peau. Okay. Mais ça a été comme ça que je l'ai vu longtemps dans ma vie plus jeune. Fait que je l'ai pas, ça m'a pris longtemps avant de comprendre des fois que il y avait des gens qui pouvaient me niaiser ou être méchants parce que je le voyais pas comme ça, j'avais presque pitié pour eux autres. C'est comme ça que mon éducation m'avait amené à le croire. Peut-être que ma mère m'avait protégé en avance en me disant toutes ces belles affaires-là, tu sais. Ben, elle a essayé, en tout cas, clairement, de te préparer. Oui. Mais forcément, bon... Mais oui, tu sais, je dirais au niveau du sport, ça a toujours été... et puis je pense pour beaucoup d'handicapés visuels aussi, là, en cécité ou non, c'est là qu'on se rend compte rapidement de nos limites. T'sais, où ce que là, c'est facile de mettre le doigt dessus. On peut le voir à l'école, on peut le voir dans plein de choses. Mais quand c'est en groupe, là, le ballon chasseur, là, j'ai jamais attrapé de ballon. Puis c'est ça. Puis là, malheureusement, il n'y a pas de télescope, il n'y a pas de télévisionneuses qui peuvent t'aider à... Il y a rien. C'est ça. Il y a rien. Mais je me souviens que je l'ai jamais vu que c'était... Moi, cette portion-là, plus jeune, je n'ai jamais associé C'était totalement associé au fait que j'étais handicapé visuel. Mais je l'ai jamais associé à ça. Là, la question va être bizarre aussi, mais moi, des fois, je pose des questions parce que je vis des choses aussi. Ben oui, naturellement. Est-ce que, tu sais, comme, bon, moi, je pense pas que même avoir eu mes yeux, j'aurais été très sportif. OK. Je me sens pas comme ça. Ouais. Mais, toi, est-ce que tu... Moi, je suis un sportif quand même et je l'étais énormément plus jeune, je l'ai toujours été. Donc, quand on arrivait dans les sports je pense qu'il y a un petit côté de compétitif qui vient à être sportif aussi. On a toujours envie de se dépasser, d'améliorer les choses. C'est une belle façon d'exploiter son côté compétitif. Hein. Du moins, je le crois. Je reviens toujours au ballon chasseur parce que je pense que c'est toujours là que pour moi, toutes les aventures marquantes ont eu lieu. Je pense que c'est le sport qui a été le plus aussi cité. Oui, c'est ça. Dans Connaissez-vous? Oui, exact. C'est un sport qu'on peut jouer pareil parce qu'on se cassera pas un bras, mais qu'on va perdre en premier puis on est la première à se faire cibler là-dedans.
Fait que je me souviens que moi, j'étais pas capable de viser les gens à cause de mon nystagmus, mes yeux qui bougent, puis ce genre de choses-là. Je visais très mal, puis j'attrapais très mal. Fait que j'avais développé une technique qui m'appartenait juste à moi, puis tous les soirs. Quand je dis tous les soirs, là, c'est tous les soirs de toutes les journées de mes premières années d'école. Je me suis pratiqué à lancer un ballon le plus fort possible pour dire que j'aurais peut-être bien des faiblesses, mais je serais celui qui lancerait le plus fort, peu importe. Puis je me souviens qu'il est venu un moment donné que je lançais, puis le monde savait jamais où j'allais lancer parce que je visais nulle part, puis que je faisais peur aux gens, puis les gens me voulaient dans leur équipe parce qu'ils voulaient pas recevoir mon ballon. Fait que je me souviens que moi je l'ai vu comme un défi. Hey, wow! Puis ça, je me souviens que j'étais pas choisi le premier, là, mais j'étais pas choisi le dernier dans ces équipes-là. Puis je courais sans arrêt, c'était impossible de me viser. J'étais juste une mouche qui courait d'un bord puis de l'autre. Si t'essayais de me viser, tu me verrais jamais passer. Ça faisait aucun sens. J'avais l'air d'un fou. Quand je regarde ça plus, tu sais, une vision reculée, probablement que les gens étaient comme ce jeune homme est cinglé. Mais moi, c'était ma technique, c'était ma manière de dire je veux des bonnes statistiques, là. Je veux pas me faire piger en dernier. Puis c'était important pour moi de pas être moins bon que les autres dans le sport. Fait que je pense que j'ai bûché 2 fois plus que n'importe qui pour juste gagner une fois de temps en temps des petites games de ballon chasseur. Mais oui, puis de gagner des victoires personnelles. Exactement, aussi, exactement. Parce que je pense que là, tu sais, je veux dire, quand tu sais que tu seras pas choisi le dernier, c'est vrai que c'est déjà... Ça fait du bien, honnêtement. Ça déjà fait, bien. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Puis ça paraît des fois ridicule comme ça, mais c'est des petites affaires c'est très formateur à ce qui peut nous préparer, à ce qui arrive dans la société ensuite. Là, parce qu'être toujours choisi le dernier, là, reste que c'est plate. Ah oui, totalement. On se le cachera pas. Totalement. Mais moi, c'était pas une option. Puis j'étais aussi prête à faire les efforts pour pas que ça arrive. Mais je pense que j'ai bûché beaucoup plus que mes amis de la cour d'école. Ils devaient pas nécessairement comprendre à quel point je pense qu'un enfant qui est en première année ou en deuxième année, qui a déjà une routine d'entraînement au ballon chasseur, là, je pense pas que ça existe tant que ça. ça va peut-être exister plus grâce à toi à partir d'aujourd'hui. Peut-être. En tout cas, moi, d'habitude, je le dis à la fin, mais déjà, là, on a 15 minutes de fête. Je me dis, prenez déjà exemple sur Frédéric. Là. Puis je vais le répéter peut-être 2-3 fois, on sait pas. Ben, on souhaite. Et là, bon, ça c'est le sport. L'école en général, t'aimais ça, t'aimais pas ça, t'aimais moyennement ça? J'aimais beaucoup ça. J'ai quand même été autant que j'étais un sportif, j'ai été longtemps un premier, mettons jusqu'à 3e année là du secondaire, j'étais quand même un premier de classe du secondaire. Du primaire. OK. J'étais toujours un premier de classe. Je pense que ma mère, avec l'éducation qu'elle nous a donnée, moi je savais déjà compter, je savais déjà lire un petit peu, je connaissais quelques petites affaires avant de rentrer à l'école. Quand on est arrivé, je me souviens avoir dit plus tard à ma mère que je pense que j'ai pas écouté en classe jusqu'en 3e année, jamais, là. J'ai juste jamais écouté, mais je savais déjà pas mal. T'en savais tout ce déjà. Qui s'en venait parce que j'étais dans les livres avec ma grande sœur, avec mon grand frère, il me montrait des choses, puis j'étais le 3e de la famille, puis ma mère puis mon père étaient très, je veux pas dire le mot très éduqué, mais très impliqué dans l'éducation. Fait que pour moi, j'apprenais beaucoup plus à l'extérieur de l'école que je pouvais apprendre à l'école. Fait que moi, le début, là, jusqu'à 7, 8 ans, 9 ans, pour moi, ça a été un grand bonheur d'aller à l'école. Aucun problème, c'était génial. C'était un grand bonheur, même si, dans le fond, tu t'écoutais plus ou moins, puis... Ouais, ben j'étais dans la lune, je faisais des dessins, j'étais content, j'étais là, j'ai toujours été, tu sais, j'ai un déficit d'attention qui vient, qui est, tu sais, on top de tout ça, qui a été diagnostiqué. Je suis un lunatique. Je suis quelqu'un qui part dans les vapes très longtemps, puis qui est capable je suis capable de passer 1h30 sans écouter quelqu'un, même s'il me parle des fois, là. J'essaye de pas le faire. C'est pas ça qui se passe en ce moment. Ben, en tout cas, t'es assez réactif à mes questions, en tout cas. Mais de l'autre côté, c'est le genre de choses que j'avais, fait que non, moi j'aimais ça aller à l'école, j'ai toujours été quelqu'un de très sociable, fait que aller voir les autres, être en classe, j'aidais les autres dans leur fin de cours, à régler leurs problèmes mathématiques, ce genre de choses-là. Pour moi, c'était un vrai bonheur aller à l'école, j'ai pas eu de difficultés dans les premières années là. J'ai changé d'école en 4e année.
Puis OK. là, les choses ont changé. Pas nécessairement négativement, mais ils ont changé. Il y a eu quand complètement. même un changement. Il y a quand même eu un changement, mais c'est aussi une période où nos intérêts changent, on n'est pas juste axé sur notre intellect change aussi, notre réseau social change, nos amis commencent à se définir, c'est qui nos amis plus que c'est toute la classe est mon ami, il y a des petites choses comme ça qui commencent à se définir, puis là on commence à avoir un petit peu plus des classes sociales d'élèves là. Ouais. C'est plus à cet endroit-là qu'on le ressent. Puis ça, je l'ai plus senti après, là, à l'endroit où j'étais classifié, puis que c'était plus dur là en 4, 5, 6e année. Mais le début, là, ça a été juste du bonheur. OK. Et qu'est-ce que t'aimais le plus en classe? C'était quoi tes matières? Moi, j'aimais ça faire des orales. J'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup les mathématiques. OK. J'aimais beaucoup les mathématiques, puis j'aimais beaucoup les faire des oraux. Absolument. Je détestais écrire. Ça, j'aimais pas ça. Puis ma calligraphie, j'avais toujours des super mauvaises notes. C'était absolument ridicule. J'ai jamais bien écrit non plus. J'ai encore un français qui est assez lourd. Là. Non, les mathématiques puis les oraux, là, ça a toujours été ce que j'aimais le plus. Donc, on comprend que ce que t'aimais le moins, c'était faire des compositions. Parce que... faire des compositions, là, définitivement. Là. Ça, j'aimais pas ça. Ça faisait aucun sens dans ma tête. T'as dit quelque chose qui a un peu... qui m'a sonné une cloche, là, parce que, bon, t'as parlé de télescope, t'as parlé de télévisionneuse, t'as parlé d'être debout près du tableau. Dans ma tête à moi, et je dis bien à moi, c'est un peu paradoxal. Parce que, bon, moi, je fonctionnais juste avec la télévisionneuse, puis avec le braille, puis tout ça. C'est que toi, t'avais tout ça, puis en ayant télévisionneuse, que t'étais capable de lire au tableau, t'avais le télescope, ça faisait en sorte que, comme la télévisionneuse, tu l'utilisais pour lire... La télévisionneuse, là, je l'ai surtout... elle servait beaucoup pour les manuels scolaires. Okay. Fait que quand j'allais lire mon manuel scolaire ou dans les périodes de lecture, quand il y avait de la recherche de mots dans les dictionnaires, dans les Becherel, dans ce genre de choses-là, la télévisionneuse était pas à mon bureau, était sur un autre bureau dans le coin de la classe, puis je me levais pour aller faire quand j'avais des longues périodes de lecture ou quand j'avais de la recherche à faire. Tandis que j'utilisais la loupe la majorité du temps. OK. Ça a toujours été la loupe. Mais au début, j'utilisais le télescope pour me rendre compte que j'aimais vraiment mieux me lever et aller regarder au tableau. C'était plus simple. C'était plus normal, puis probablement que le petit côté hyperactif que j'avais, ça fonctionnait mieux avec moi là, de faire ça. Puis je pense que j'ai jamais vraiment maîtrisé l'art du télescope totalement. J'ai toujours trouvé ça un petit peu difficile. C'est pas évident, là. C'est pas évident, surtout dans un contexte de classe, quand tu y penses. Tu sais, les tableaux verts avec la craie blanche dans un télescope, là, c'est pas mal... C'est pas le meilleur contraste. Regarder des formules mathématiques ou même des phrases complètes, là, lire avec ça, ça faisait pas de sens avec moi. OK. Fait que j'ai toujours été... je me levais, j'allais voir, puis ça ressemblait à ça. Puis ton côté hyperactif, ça a commencé de toujours, ça? Je pense que je l'ai toujours... Tu sais, je suis pas en mode diagnostic hyperactif, mais quand je me compare à la majorité de la société, j'ai beaucoup plus d'énergie que tout le monde, puis je suis capable d'en dépenser beaucoup plus, là, tu sais. Fait que je me considère comme un hyperactif quand même, mais c'est pas... tu sais, j'aime ça me lever, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des choses, j'ai toujours des projets, etc., mais je suis pas un hyperactif problématique, là. OK. Mais j'ai senti, moi, quand je t'ai parlé au téléphone la première fois, que tu dégageais de l'énergie. Oui, absolument. C'est sûr que ça fait partie des... tu sais, les gens sont souvent épuisés autour de moi parce que je déplace trop d'air. Là, t'as dit, je vais aller chez vous à Longueuil, puis je vais me rendre, puis je vais t'offrir de l'aide, je vais t'expliquer. Non, On est correct, ça va. Non, mais il y a pas... on y arrivera plus tard dans mon histoire, mais c'est pas... j'ai besoin, moi, d'aller toucher les limites, puis de dépenser de l'énergie, puis d'aller au fond des choses dans l'extrême au niveau de mon énergie. Là. Ça fait partie de mon ADN, ça c'est sûr. OK. Là, tu vois, je veux pas aller trop vite, puis je veux pas aller trop lentement. Oui. OK? Tu comprends un peu mon dilemme. OK. Parce que là, t'as parlé, t'as dit t'as changé d'école en 4e année, ça a changé un petit peu, après ça, il y a eu le secondaire. Je sais pas comment tu voudrais nous
nous expliquer Mais ça? en réalité, moi, la transition du secondaire est même pas si significative que ça parce que quand j'ai changé d'école, je suis allé dans un programme spécial. J'ai étudié dans un programme d'éducation internationale. OK. Puis ma mère trouvait que mon grand frère et ma grande sœur y avaient déjà été avant. Fait que c'était comme un peu naturel pour que moi j'y aille. C'était dans la suite des choses. Moi, là, si j'y allais pas, j'étais celui qui était le moins bon de la gang. Tu sais, fait que c'était pas vraiment une option que j'y aille pas. Puis aussi, il y avait un peu plus d'encadrement au niveau des professeurs et au niveau des services dans ce programme-là. C'était pas nécessairement au niveau du handicap, mais il y avait un peu moins d'élèves par professeur, il y avait plus d'activités de fait, les professeurs étaient un petit peu plus impliqués que dans beaucoup de projets, c'était un petit peu différent, on avait des tuteurs, il y avait pas juste des profs, fait que moi, quand j'ai fait cette transition-là, on restait avec le même groupe de gens, qui était probablement 60 personnes, mettons, là, 60 personnes de la 4e année jusqu'à la fin de mon secondaire. Fait que moi, quand je suis arrivé au secondaire, je suis resté avec le même monde, exactement, ce qui était un moins gros choc. Que ma transition secondaire, dans ma tête, je l'ai faite en 4e année. Là. Ça a été là le plus ça a été là le plus marquant. Plus gros changement. Encore ces amis-là aujourd'hui, c'est des amis que je côtoie, beaucoup moins que je le souhaiterais, mais que je côtoie, qui sont restés des bons amis, qui sont restés un cercle social important pour moi. OK. Donc, en 4e année, je suis allé là-dedans, puis c'était aussi un endroit qu'on pouvait s'impliquer, faire plein de projets, puis ça cadrait énormément avec moi. Mais ça a aussi permis que mon cercle social était limité, puis j'avais pas à représenter mon handicap à chaque année. À chaque année ou à chaque 2 ou 3 ans ou à des nouvelles personnes ou à rechanger de cercle d'amis. Puis les gens me connaissaient déjà comme j'étais. Puis j'ai refait ma présentation de mon handicap en 4e année. Puis je me souviens que un des moments marquants là-dedans, c'est pas à mon secondaire, mais je trouve que ça définit le reste de mes études. En 5e année, il y avait toujours il avait chaque année, mais il y avait toujours un projet qui s'appelait le projet Expo Science. Ce projet Expo Science-là, on présentait soit un projet scientifique qu'on avait réalisé, comme mettons de la poudre dans un volcan, puis là, ça fait des mini-volcans, puis là, on monte à la classe qu'on a fait ça, ou n'importe quel autre projet là, de recettes ou autre, ou on pouvait faire une recherche. Puis moi, je me souviens que j'avais fait une recherche sur mon handicap en équipe avec un de mes collègues. Je me dis, moi, je vais rechercher sur mon handicap, je vais le faire. Puis on a fait la présentation à la classe, puis on avait gagné la meilleure présentation. OK. Là, j'étais vraiment content parce que j'étais un bon orateur à cette époque-là, surtout pour mon âge. Et quand j'ai gagné ça, les professeurs sont venus me dire, ben écoute, est-ce que tu aimerais ça participer à la compétition régionale? Fait que moi, je me disais, hey, je peux parler de mon handicap à encore plus de monde, let's go. Puis j'avais monté quand même un bon dossier. Quand j'y repense aujourd'hui, là, c'était plus un projet fin secondaire qu'un projet primaire. Là. Wow. OK. Je l'ai relu, là, puis j'étais impressionné. J'étais comme, j'aimerais pas avoir à refaire ça, c'était de la job. Ma mère m'avait beaucoup aidé aussi, naturellement. Mais j'avais fait ça, on avait été aux régionaux, on avait gagné les régionaux, on avait été aux provinciaux, on a gagné les provinciaux. Wow. Fait que j'ai gagné des prix, des petites bourses, des médailles à présenter mon handicap à plein de gens dans des arénas. Tu sais, ça a été comme assez... ça a été très stimulant, mais surtout très valorisant pour le handicap que j'avais, de dire quand je l'explique, les gens trouvent ça intéressant. Les adultes trouvent ça intéressant, les autres parents des autres élèves trouvent ça intéressant. Fait que je me suis vraiment senti valorisé là-dedans d'avoir des prix. J'avais eu des petits articles dans les journaux locaux là-dessus. Ça avait été vraiment le fun pour moi. Parce que là, en plus de gagner l'Expo Science, là, c'était de la sensibilisation. C'était 100% de la sensibilisation. Mais c'était aussi ma manière de comprendre mon handicap à moi aussi. Parce que les gens, ils nous posaient plein de questions, mais c'est des questions d'adultes qui me posaient, que moi, je ne m'étais pas nécessairement posé comme question. Fait que je me suis retrouvé à challenger mon handicap et à le connaître en profondeur avant même d'arriver au secondaire, puis de me faire poser des questions sur mon avenir. Tu penses-tu que tu vas pouvoir devenir telle affaire? Tu vas-tu pouvoir faire telle chose? Mais c'est des adultes qui me posent cette question-là. Je suis en 5e année, mais on avait notre petit kiosque, puis les gens posaient des questions, puis je me suis rendu compte que ça a été extrêmement formateur à savoir c'était quoi mes limites, c'était quoi pas mes limites, puis ma naïveté de 5e année me donnait la chance de répondre à des adultes de manière, ben toi, tu sais, quel type de métier tu vas pouvoir faire plus tard? Puis moi, de répondre, je peux faire tout ce que je veux, il y a absolument aucune limite, tu sais. Puis après ça, je veux dire, on a une autre claque d'en face quand on arrive dans le marché du travail, mais ça m'a comme donné, ça m'a donné une sorte de mindset intéressant par rapport à ça, ce moment-là. Après ça, mon secondaire n'a pas été nécessairement marquant par rapport à ça, mais ça, je trouve que ça a été un point important là, dans ma relation avec mon handicap.
Puis là, le secondaire, t'étais au programme international. Ouais. Ça, tu commences ça en secondaire 1, c'est tout ça? Non, moi, je l'ai commencé en 4e année. OK, ça commençait déjà Exactement. là. La majorité OK. commence en secondaire 1. Nous autres, c'était comme une période test. Là, ils commencent en 4e année. OK. Exact. Et là, quand t'arrives au secondaire, est-ce que le fait de faire ce programme-là, ça te dirige vers d'autres options professionnellement? C'est quoi Ça exactement? dirige pas vers d'autres options, mais ça donne... il y a plus de littérature, plus de culture, puis il y a toujours plus de voyages dans les projets, puis c'est plus axé sur l'actualité internationale. Parce que honnêtement, ceux qui m'ont déjà parlé de ça, c'était pas mal toujours pour les voyages. Ouais, ben oui, c'est sûr qu'il y a ça, que c'est ça qui attire les jeunes à y aller dedans, mais quand on les regarde, il y a beaucoup de choses qui sont intégrées au programme qu'on se rend pas compte quand on est un élève, qui sont super intéressants, qui sont plus dans l'acceptation des gens autour de nous, dans l'acceptation du monde, dans la compréhension du monde, dans le non-jugement. Ils appellent ça du apprendre à apprendre. Fait que moi, je pense que déjà dans le mindset d'apprentissage que les professeurs nous mettaient, ça l'a libéré une sorte d'ouverture autour de tout le monde, puis tout le monde avait à parler de leurs difficultés en classe, devant la classe, des choses comme ça. Fait que c'était très pratique d'avoir ça, là. J'ai été dans le bon cercle de gens, là. OK. Et là, bon, en as-tu eu des problèmes, Frédéric? J'en ai eu plein des problèmes. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Parce que là, Oui. là, c'est un conte de fées. C'est un conte de fées. Que tu me racontes. Là. Ça se peut aussi qu'à chaque fois que je raconte quelque chose, ça ressemble à un conte de fées, puis tout le monde autour de moi, je me le répète tout le temps, j'ai tendance à exagérer en bien tout le temps tout. C'est quelque chose que je suis extrêmement positif. Je crois que j'ai vécu beaucoup de situations négatives avec la bonne attitude. J'ai eu beaucoup de refus par rapport à mon handicap. J'ai eu beaucoup de moments où j'aurais aimé ça avoir je donne un exemple. T'as des lunettes en fond de bouteille, puis toute l'école a été adaptée avec des tapes jaunes sur chacune des marches partout, puis t'as ton casier qui est une autre couleur de tout le monde, t'as plein de petites adaptations, t'as une télévisionneuse, t'as toute cette affaire-là. C'est sûr que ta première blonde, ça va prendre pas mal plus de temps avant que tu l'aides et que tu sois un gars qui soit sexy, là. Tu sais, c'est pas exactement comme ça que c'est, là. Tu sais, on comprend l'idée où t'es plus le weirdo de service que l'élève idéal ou le jeune homme génial ou le jeune homme modèle. C'est plus à ce niveau-là que t'as trouvé ça difficile? Oui, c'est plus à ce niveau-là. Donc plus à l'adolescence. J'ai été catégorisé, autant jeune, mais même dans mon adolescence, ça a été ça aussi. Je pense que j'ai été beaucoup classé comme le weirdo de service dans ma tête, dans les gens autour de moi, parce que j'étais extravagant, je bougeais beaucoup, puis j'étais pas gêné de ces choses-là. J'étais pas gêné de mes adaptations, j'étais pas gêné de faire ce type de... Mais pour moi, ça... c'était aussi une manière de... C'était comme ça ou c'était rien dans ma tête à moi. Fait que je préférais être le weirdo de service qui était dynamique, puis que ça ne dérangeait pas qu'on fasse des jokes là-dessus, puis qu'on embarque là-dedans, puis que j'embarquais dans les blagues de « tu m'as pas vu », puis... moi, je le voyais... je l'ai vu toujours très positif, comme au moins j'ai de l'attention. Si tu vaux pas une risée, tu vaux rien. Fait que je pense que oui, j'ai eu à le vivre beaucoup, mais j'ai pas... je l'ai rarement pris négativement. C'est pas arrivé souvent que je suis revenu chez moi en pleurant en me disant ça s'est vraiment pas bien passé aujourd'hui. Mais c'est arrivé souvent que je revenais chez moi en me disant qu'est-ce que je vais faire pour que ça aille mieux demain. C'est peut-être, je veux dire, la problématique est là, mais je pense que j'ai toujours eu non, il y a toujours eu beaucoup de problématiques, surtout dans mon quartier, les autres. Se faire choisir dans des équipes sportives, ce genre de choses-là, j'ai toujours eu des problèmes là-dedans. Mais d'un autre côté, j'ai jamais essuyé un refus. Mettons, écoute, j'étais incapable de placer le ballon de basket dans le panier de basket, là. Puis pour moi, c'était tellement important, c'était mon sport préféré. OK, puis je voulais, puis j'ai fait. Écoute,
mes amis ont mis de la pression sur l'entraîneur de l'équipe de basket de l'école, qui était une équipe probablement un peu élite là, pour ce que ça veut dire en secondaire 1, là, tu sais. Puis ils ont mis de la pression pour que j'embarque avec eux autres dans l'équipe. Puis ils avaient dit, écoute, faut qu'il y ait une claque une fois de temps en temps. Il a pas les capacités pour jouer dans l'équipe de basket. Fait qu'il pourra pas jouer dans l'équipe de basket. Sinon, c'est juste l'an prochain qu'on ne sélectionnera pas. Vaut mieux qu'il aille faire d'autres sports. Fait que moi, j'étais allé faire de la natation, j'étais en solo, j'étais comment il va, c'est pas grave. Je me suis pété la tête dans le fond. C'est mort de la piscine bien en masse souvent, mais pour moi c'était j'ai fait de quoi d'autre. Est-ce que j'ai été déçu la fois où on m'a annoncé que je pourrais pas devenir pompier? Je n'ai pleuré une shot. T'sais. Ah, t'as voulu devenir pompier? Ouais, moi c'était ma job de rêve. Là. J'ai toujours voulu être pompier, puis ça prend un permis pour être pompier. T'sais. Comme bien des jobs dans comme plusieurs jobs demandent un permis là, tu sais. Fait que oui, je voulais être pompier. J'ai eu des noms là-dessus. Ça a été très difficile, mais jamais il y a un moment où j'ai été triste plus qu'une semaine. Quand je l'ai su, j'ai décidé de changer de rêve. Là. Puis là, ma vie venait de changer. Puis là, j'avais une autre direction. Puis elle a peut-être jamais fonctionné. Mais une semaine après, j'étais capable d'aller ailleurs aussi. Tu sais. Okay. Fait que je pense, j'ai pas vécu des grandes peines longues par rapport à des problèmes. Je n'ai eu vraiment beaucoup. Je pense même que je m'en rappelle pas tellement j'en ai eu. C'est des petites problématiques du quotidien. Comme tout le monde, là. Mais pour moi, j'ai toujours su changer un peu la thématique de ça, puis pas garder juste le négatif, tu sais, de cette étape-là. Ben, d'un sens, comme tu dis aussi, c'est que si tu t'en rappelles plus trop, ça t'a pas trop marqué, t'as passé à autre chose, puis... Non, exactement. Mais pour moi, tu sais, j'aurais à nommer, là, les grands thèmes difficiles de mon handicap visuel, là. J'aurais eu les filles, par rapport au fait que je veux dire les filles quand on est jeune on cherche tout ce qui est plus standard puis c'est ça qui nous intéresse puis la relation à l'amour au secondaire tu sais on cherche juste une classe sociale ou quelqu'un avec qui on peut s'attacher là. Quand toutes mes amies ont eu leur première voiture, ça a été une autre affaire. Oh my God, ça a été quelque chose. Ça c'est vrai que ça a été non, ça j'ai été triste longtemps, même je pense jusqu'à l'an passé. Puis puis j'aurais tendance à dire que oui, les sports ça a toujours été quelque chose, mais après ça j'ai commencé à faire du sport plus individuel, puis ça s'est beaucoup passé. Ça a été satisfaisant quand même pour toi. Puis ça a été totalement. J'aurais le droit de dire que ça a été satisfaisant. Exactement. Okay. J'aurais aimé ça être un Olympien, puis il y a eu un moment donné que j'ai compris que je serais pas un Olympien, mettons. OK. Mais ça, c'était pas juste à cause du handicap, j'imagine. J'aurais tendance à dire que c'est pas juste à cause du handicap, mais que si, admettons, on se fait... puis c'est pas tant grave, mais admettons que on a aucun handicap, t'as toutes les options de faire tous les sports du monde. Puis que ça tombe que t'es bon dans le baseball. Ben, tu vas jouer au baseball, c'est génial. Quand t'as un handicap visuel, ça tombe que tu peux juste être bon dans ces sports-là, précisément. Puis il faut t'apprendre à les aimer, ces sports-là. OK, dans le sens que tu vas être un peu plus limité dans les choix. Tu vas être limité dans les choix dans lesquels tu peux performer. Okay? Ouais. Puis être à un niveau élite. Puis ce qui est pas une vraie problématique, là. On n'a pas toujours besoin d'être une élite, là. Mais pour moi, c'est important, ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, naturellement, quand on arrive d'un cours de gym, puis que, là, j'ai mon petit mot du médecin qui dit que j'ai pas besoin d'aller dans mon cours d'éducation physique parce que c'est trop dangereux pour moi, tu sais, pour tel sport. Tu sais, comme quand on pratique toute une session, le baseball. On est comme, bon, écoute, aller jouer au baseball, là, ça se fera pas, là, pour moi, là. Tu sais, c'est aucune chance, là. Fait que, ces genre de choses-là, ça n'a pas été un grand défi, mais d'un autre côté, la natation, c'était, tu sais, je l'ai pratiqué pendant 10 ans. J'ai pratiqué pendant peut-être 14 ans du soccer. J'ai toujours été dans les moins bons dans ces équipes-là, même si je bûchais peut-être 3 fois plus que tout le monde. Okay. Mais ça n'a jamais enlevé le bonheur à le faire, mais la passion et les limitations existaient quand même. Pour continuer à avoir du plaisir puis juste jouer au niveau acceptable de jouer dans une équipe, c'était pas mal d'efforts, mettons. C'était beaucoup d'efforts, c'était beaucoup de pratique en dehors, etc. Là, ça, c'est sûr. Et là, t'as dit que professionnellement, t'aurais voulu devenir pompier. Mm-hmm. T'as pas pu. Non.
là, c'était quoi le plan B professionnellement? Est-ce que tu t'avais Écoute, j'ai eu une succession de, je pense, on appelle ça une crise d'adolescence, une succession de projets pas faisables qui sont tous en fonction du fait que c'est pas réalisable parce que j'ai un handicap. Mais tu sais, encore là, au secondaire, c'est pas long qu'ils commencent à nous demander qu'est-ce qu'on veut faire, puis vers quoi qu'on veut s'enligner. Exactement. Tranquillement, mais sûrement, hein? Non, exactement. Puis je veux dire, tout le monde commence à le savoir aussi. Savoir aussi, puis ils ont pas de nécessairement. Eux autres, ils ont la restriction de faut que je prenne les maths plus fort, ou tu sais, faut que je sois bon en. Ben exact. J'aurais tendance à dire que vers la fin du secondaire, quand ces questions-là se posaient, écoute, moi, tout ce qui demandait d'aller à l'université, il y a des gens qui le font très bien avec le braille, il y a des gens qui le font très bien. Moi, j'ai pas appris le braille, puis je lisais avec ma loupe ou avec un ordinateur, puis on sait c'est quoi, là, lire longtemps, là, on a beau être capable de le faire, lire longtemps, c'est une autre affaire. Moi, c'est extrêmement exigeant, là, après 3 pages, là, quand c'est un écran qui est rétroéclairé, je suis fatigué, c'est très exigeant, puis je veux dire, si on remonte à là 15 ans, il n'y a pas toutes les mêmes adaptations qu'on a aujourd'hui non plus par rapport à ça. Non, c'est ça. Donc moi, lire un livre complet avec une loupe, oublie ça. Fait que moi, tout ce qui était long d'études, ça faisait pas de sens pour moi. Je le voyais que même si j'en aurais envie, j'arriverais pas à le faire ou à performer là-dedans. Fait que j'ai eu beaucoup d'endroits où ce que je me suis limité, que je me suis dit ça marchait pas, mais j'ai fait une sélection de jobs. Je pense que les 10 premiers choix que j'ai fait de jobs que je voulais faire, et c'était un peu de l'auto-sabotage, sont impossibles pour moi, mais je veux faire ça parce que je suis pas capable. Puis c'était comme un peu une sorte de combat avec moi-même, de me dire j'en veux pas des limites, mais j'en ai pareil. Tu t'es mis, je pense, quand même beaucoup de pression. Oui, ça, il y a pas de doute là-dessus. Je m'en suis toujours mis beaucoup, ouais. Ouais, totalement. Ça a été cette période-là a été beaucoup de réflexion sur, tu sais, les premiers emplois qu'on a. Moi, les premiers emplois que j'ai eus, c'était à la Fondation des aveugles du Québec. Okay, j'étais animateur de camp de vacances là-bas. Mm-hmm. Mon deuxième emploi, c'était à la Fondation des aveugles du Québec. Puis c'était comme chef moniteur. Puis là, après ça, j'ai reçu une bourse d'études pour à cause de mon handicap visuel. Je l'aurais jamais eu si j'étais pas un handicapé visuel. Puis après ça, on arrive puis on t'annonce au cégep que à cause de ton handicap visuel, tous tes prêts se transforment en bourse. Ouais. Puis là, il y a bien des gens qui sont super contents de ça, puis c'est super positif, puis que si tu veux étudier dans n'importe quoi qui fait du sens avec toi, t'as plein de supports, puis il y a plein de choses, puis là, on t'apprend que il y a les programmes que, le gouvernement va payer 50% de ton salaire dans certains jobs, dans le but de faciliter ton entrée au travail. Moi, le moment que j'ai compris que le marché du travail allait être tough, puis qu'on avait besoin de payer 50%, puis d'avoir des bourses comme ça, moi, ça m'a donné une claque. Je me suis senti comme... ça a été très difficile à vivre pour moi. Mais ça fout une claque, là. Ça fout une claque. Quand on se fait dire qu'on va avoir comme tu dis, une subvention. Ouais. Puis là, quand tu remplis ça, parce que moi j'en ai rempli. Moi aussi. Il faut pas être trop bon, là, parce que si t'es trop bon, ils vont pas te la donner, la subvention, là. Non, puis là, tu sais, t'essayes de te justifier, puis t'approches un employeur, mais les seuls employeurs que t'as eu, c'est dans le milieu du handicap visuel. Puis là, t'essayes de... Là, mais c'était pas des jobs que j'ai eu, je crois, à cause de mon handicap visuel, mais j'adorais ce milieu-là, j'avais envie d'y être. Fait que là, tu te rends compte que j'ai navigué rapidement dans les opportunités que j'ai eues, étant en lien avec mon handicap visuel, mais que j'avais jamais eu d'autres opportunités en dehors de ce monde-là. Puis là, je me suis dit, je m'étais toujours vu comme très spécial, puis très génial, puis wow, tout le monde est content de voir mon télescope, là. Puis là, je rentre dans la vraie société, méchante claque d'en face. Méchant. Là, je me suis rendu compte que, écoute, sais-tu quoi, quand on regarde les statistiques des gens qui sont sur le bien-être social versus ceux qui travaillent avec les conditions visuelles que j'ai, puis là, qu'on m'apprend ça en me disant ça avec mon formateur, parce que moi, je voulais être pompier, puis là, je peux pas, puis il me dit, mais tu sais, t'auras toujours l'option du bien-être social. C'est pas ça que moi, le jeune homme spécial, avait envie de se faire dire à 15 ans. Après ça, on réalise dans la société qu'il y a plein de moments dans la vie qu'on a besoin de ce genre de choses-là, que c'est important que ça existe, qu'on l'a, mais c'est pas le rêve qu'on a à 14 ans.
Après ça, on est capable de l'adapter puis comprendre que, ah oui, je vais recevoir de l'aide sociale pour une période de ma vie, pour une plus grande période. Même si je reçois ça, je peux m'impliquer dans plein de choses, tu sais. Mais ça a été, pour moi, là, cette claque-là de toutes les mesures de subvention qu'on m'a lancées en même temps au cégep, ça m'a fait réaliser là, la problématique dans le monde réel où il y aurait pas juste des calinours puis une mère qui allait me dire que j'étais bon. Ça, moi, ça m'a mis à terre, ça. Puis toi, je sais pas, parce que ta vision est quand même meilleure que la mienne, mais tu sais, des fois, on se promène. Moi, tu sais, je me promène beaucoup dans l'autobus. Tu sais, je vais à l'épicerie, je paye mes choses avec ma carte, je fais mon NIP sur le... Ouais. Puis là, les gens vont dire, hey, vous êtes bon, vous êtes capable de faire ça. Puis tu sais, monsieur, madame, tout le monde se ferait pas dire ça. Non, exactement. On se sent un petit peu comme infantilisé, là. Mais quand tu veux travailler, quand tu veux, tu sais, faire des choses au-delà des choses de la vie quotidienne, là, que travailler, ça en est une. Il y a personne qui aime ça se faire féliciter parce qu'il a réussi son NIP. C'est pas ça, tu sais, on s'entend, mais c'est normal. Ah oui, t'as pris le métro pour aller jusque-là. J'ai comme, écoutez, vous seriez surpris, madame, jusqu'où on peut aller, là. Mais... ouais, moi, c'est toutes ces choses-là, ils ont été difficiles, mais moi, je te dirais que c'est peut-être un petit peu à l'inverse de toi, où ce que les gens sont surpris que je sois pas capable de faire ça parce qu'ils savent pas que j'ai un handicap. Ouais, ben là, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Hey, ça, là, t'es obligé de te justifier. T'es obligé de le dire à voix haute, puis de te justifier, puis de dire, ouais, mais là, j'ai ça, puis là, le visage change, puis là, l'aspect négatif se transforme en infantilisation là, automatiquement, puis c'est pas nécessairement mieux. Je sais pas comment, il y en a pas un qui est pire que l'autre là, mais non, moi c'est souvent, mettons, t'es à l'épicerie puis tu rentres dans quelqu'un ou tu rentres dans une vitre ou puis là le monde, si t'as pas ta canne blanche, tu pars comme quelqu'un qui est complètement gelé là. Ben c'est ça. Fait que, à cause que moi, c'est un peu moins ostentatoire comme handicap, parce que mes yeux vont bouger. C'est sûr, quand on me regarde dans les yeux, ben, je regarde pas mon regard est un petit peu différent de la majorité des gens, comme la majorité des handicapés visuels. Mais ça se remarque un petit peu moins. Puis vu que j'ai pas de lunettes, vu que ça se corrige pas, parce que c'est au niveau de la rétine, on a tendance à croire que il y a aucun handicap visuel. Tous les handicaps visuels sont corrigés par des lunettes. Tu sais, c'est la croyance de la société, là, tu sais. Ben, de toute façon... On s'entend. La société, tu sais, moi, il y a des gens qui pensent que les aveugles voient rien du tout, tu sais. Puis le pourcentage de personnes qui ne voient rien du tout est très minime. Est très, très bas. La cécité complète, là. Et là, quand tu leur dis, ben non, j'ai un petit peu de vision. Ah, ben, vous êtes pas aveugle. Ben, oui. Écoutez, je suis pas mal sûr que si je vous donne mes yeux demain matin, vous allez considérer que vous êtes aveugle. Ouais. C'est ça. Vous allez voir un petit peu c'est quoi, mais c'est tellement compliqué à expliquer, de toute façon. Puis, Et moi, les petites lunettes, là, de l'Institut Nazareth et Louis Braille, ma mère en avait, qui démontrent l'équivalent de mon handicap. Ma mère en avait acheté une paire. Puis moi, je les prêtais à tout le monde autour de moi tout le temps. Puis tous les gens qui me connaissent maintenant ont déjà essayé pendant plus qu'une demi-heure les lunettes qui ont la même vision que moi. Puis ça permet vraiment de... Même des fois, j'ai besoin de le rappeler à ma copine. Des fois, comme... Hey, peut-être un petit peu plus sensible là-dessus, tu sais. Ou ce que, tu sais, tu m'écoutes pas, mais je suis comme, écoute, j'ai aucune idée que tu me fais des signes de la main. Là. Tu sais, même dans mon couple, encore aujourd'hui, j'ai besoin de sensibiliser ma blonde parce que je m'en vais faire du snowboard une journée, mais ça veut pas dire que j'ai vu la liste d'épicerie que tu t'as écrit vraiment trop petite, puis que là, je pars à l'épicerie, tu me l'as donné, tu l'as mis dans ma poche, puis là, j'arrive à l'épicerie, puis faut que je t'appelle pour que tu me lises ta liste d'épicerie, tu sais. Il y a des affaires comme ça. Ouais, des petits détails, des fois, comme ça. Des petits détails, j'en donne des petits, mais des fois, il y en a des gros qui, tu sais, des situations que je remarque pas au niveau social. Tu sais, on jase autour d'une table, quelqu'un qui est tanné d'une conversation versus quelqu'un qui... Tous ces petits détails-là, visuels qu'on voit, j'ai encore beaucoup ces choses-là, mais les gens, une fois qu'ils m'ont connu, ne le savent pas nécessairement que j'ai ce handicap-là, puis j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je couvre, tu sais, comme je dis à tout le monde, moi je fais salut à tout le monde que je croise dans la rue parce que je veux juste être sûr que le monde pense pas que je leur ai pas dit salut si je croise quelqu'un que je connais, tu sais. Mais puis le monde ne savent pas nécessairement que j'ai un handicap dans mon quotidien parce que c'est pas si ostentatoire que ça, mais
Mais oui, ça m'arrive de pas savoir je suis où et de me perdre, là, tu sais. Frédéric, il y a quelque chose d'important qui est arrivé dans ta vie, puis je pense que même dans la mienne, en tout cas dans le projet Connaissez-vous, parce que tu l'as énuméré tantôt, tes 2 premiers emplois qui étaient à la Fondation des aveugles du Québec. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu comment c'est arrivé dans ta vie, la Fondation, puis bon, comment t'en es venu à travailler, puis qu'est-ce que t'as fait un peu comme travail. Ben écoute, je vais essayer de faire un résumé pour pour arriver là, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup de choses à la Fondation des aveugles du Québec, mais une des belles choses qui est arrivée, c'est juste que j'ai participé à la Fondation des aveugles du Québec dans son ensemble. Quand j'ai été mis en contact la première fois quand j'avais, je crois, 6 ans, ma famille commençait à aller faire du snowboard en famille. OK, dans une petite montagne qui s'appelait le 40-80. Ça coûtait pas cher, fait qu'on pouvait aller faire ça. Puis la Fondation des aveugles du Québec, ça coûtait moins cher aller faire du ski que si on se payait des billets normaux, parce qu'il y avait probablement des gratuités, des choses comme ça. Des ententes avec les... Des ententes, puis il y avait aussi un moniteur toute la journée qui était là pour guider, puis apprendre, etc. Mais il faisait pas de cours de snowboard. Fait que je me dis, je vais aller faire du ski. J'étais allé faire du ski avec eux, puis j'étais un petit casse-cou, j'aimais ça essayer des choses. Fait que j'allais faire du ski chaque hiver avec eux, puis j'en faisais quand même avec ma famille un petit peu, on the side, du snowboard, puis je me plantais, je voyais pas vraiment les dénivelés, mais regarde, on y allait pareil, puis j'avais pas peur de ça, moi, la mort. Donc... Hey, c'est grave ce que tu dis là. Mais non, mais gars, j'avais pas peur. J'avais vraiment, honnêtement, pas peur parce que c'était dangereux avec ma vision d'enfer à cet âge-là, avec tout le contexte. Mais j'avais pas peur. J'étais pas dangereux pour les autres. J'étais tout petit, puis j'y allais. Quand on était allé à la Fondation, mais en mode ski, c'était très prudent. Puis avec les accompagnateurs, c'était super sécuritaire. Mes parents préféraient quand je faisais ça comme ça, tu sais. Donc, j'étais allé là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis quand j'ai eu peut-être 11-12 ans, tu sais, puis il y avait les camps de vacances l'été, puis les camps de vacances c'était plus abordable que les camps de vacances réguliers aussi. Puis il y avait toute la notion de apprendre mon handicap, croiser des gens qui ont les mêmes handicaps que moi, me faire des amis avec les mêmes réalités, avec les mêmes. J'ai beaucoup appris moi des trucs des autres durant les étés de camp ou ce genre de choses-là. Quand je suis arrivé à peu près vers 11-12 ans, je trouve ça vraiment plate qu'ils n'acceptent pas qu'on puisse faire du snowboard à la Fondation des aveugles du Québec. Puis j'avais fait plusieurs demandes de dire, écoute, on est rendu là, puis il avait dit les assurances veulent pas, etc. Puis je dis, puis je me souviens là d'avoir, tu sais, que ma mère, je pense que c'est ma mère qui avait eu cette réaction-là de dire, écoutez là, mon fils, il a pas besoin d'être limité par rapport à ça, sera pas dangereux, on a envie qu'il fasse ça, puis ce serait le fun, tu sais. Puis je me souviens qu'il y a des gens à la Fondation des aveugles du Québec, qui est Michael Joseph à l'époque, qui est une personne incroyable, qui, je pense, était en amour avec ma personne, elle me complimentait tout le temps, était super agréable, puis était très valorisante à être autour de cette personne-là. Était la directrice générale à cette époque-là, puis elle nous a dit, regarde, sais-tu quoi, on va te faire du snowboard, puis on va essayer de trouver des moniteurs qui font ça aussi. Puis il y a eu des moniteurs qui ont commencé à essayer de me donner des cours de snowboard, puis d'adapter les techniques de guidage, puis ce genre de choses-là. Puis moi, avec tout cet apprentissage-là, j'ai eu beaucoup d'attention. Puis j'ai eu aussi, ils m'ont dit, écoute, au lieu de t'envoyer avec les adolescents, on aimerait ça peut-être que tu sois un assistant moniteur l'été. Fait que ça te coûterait pas nécessairement quelque chose d'y aller, on pourrait te donner des petits salaires juste pour que tu apprennes à travailler avec nous. Puis j'avais eu ma première petite job-in. Puis après ça, j'ai été moniteur. Puis quand j'ai commencé à être moniteur, moi, je voulais aller travailler comme moniteur de planche à neige dans des pentes de ski. Je commençais à être assez bon. Puis je me suis rendu compte que gérer des groupes, avoir 4-5 enfants qui ont des manteaux différents dans une pente de ski, c'était quand même assez challengeant pour moi. C'était pas le seul problème. Il y avait pas beaucoup d'argent qui rentrait dans ce genre de job-là. Ça me coûtait plus cher de me rendre là-bas avec les lifts puis de lunch que je refaisais d'argent à la fin de la journée. Là. Ouais. C'était un premier très mauvais emploi. Mais j'avais suivi mes formations pour être moniteur de planche à neige. Fait que j'étais retourné à la Fondation, je leur ai dit, je vais vous le monter, moi, le programme de planche à neige pour des personnes en cécité complète, puis des personnes en handicap visuel. Puis on va le faire tester avec les professionnels en ski, puis on va le faire, mais on va rendre ça sécuritaire. J'avais monté un programme, j'avais montré un document, puis il y avait vraiment trippé. Les assurances avaient embarqué, puis j'avais commencé à donner des cours de planche à neige un à un à des personnes, ou juste de l'initiation. Des fois, le but était pas de faire de la planche à neige pour le reste de sa vie, mais juste de dire,
ça te tente-tu d'essayer de faire de la planche de savoir exactement ce que c'est. C'est quoi le feeling. Le feeling. Puis ben oui, on va tomber, puis on va tomber ses fesses, puis on va avoir des bleus, puis on va essayer, puis ça va être un petit peu dangereux, comme c'est dangereux pour tout le monde. Ça sera pas plus dangereux que le commun des mortels. Effectivement, c'est vrai que... C'était dangereux pour tout le monde, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis je pense que je me suis beaucoup démarqué dans ce programme-là à la Fondation. Puis la Fondation, un été, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Des moniteurs qui s'occupaient des camps durant l'été, moi j'étais moniteur là-bas, puis j'avais 17 ans, puis ils m'ont dit écoute, t'as déjà 5 ans d'ancienneté presque avec nous autres, t'as monté des beaux projets, ça te tenterait-tu d'être le chef moniteur? Fait que moi j'étais quand même jeune, j'avais jamais fait d'administration ni d'organisation dans ce cadre-là, mais ça me tentait. Fait que ça a été la première fois que là j'ai été mis dans un rôle où ce que je devais avoir une certaine expertise, puis j'étais quand même assez jeune, ils m'ont fait confiance, puis j'ai monté une équipe. Quand je rentrais au cégep, je suis rentré à cause de cette opportunité-là, je suis allé vers un cégep qui était en organisation d'événements, en intervention en loisirs. Fait que moi, dans ma tête à moi, j'étais comme, bon, hey, c'est le fun, c'est un premier emploi dans peut-être ce que j'aimerais, puis j'ai un peu choisi le programme que je m'en allais aussi en fonction de, c'était les seules expériences que j'ai eues de travail, j'ai aimé ça. Donc, en faisant ça, j'ai engagé toute ma dizaine d'amis que j'avais dans mon programme, sont tous venus travailler à la Fondation. Oui. Toute la gang. Je leur ai dit, vous allez voir, on va triper, c'est moi qui choisis les activités, on va faire les activités que ça nous tente, on va faire des affaires de malades, vous allez voir, ça va être le fun. Puis la Fondation avait déjà une réputation pour faire des belles activités assez sautées pour pour la majorité des camps. Puis moi, j'avais dit, vous allez voir, je vais monter des affaires, ça va être malade, on va faire des trips. Fait que je me suis monté, mes amis du quotidien sont devenus mes collègues de travail, puis je me suis retrouvé dans une position de leadership. C'était la première fois qu'on me laissait avoir ce leadership-là, puis je me suis rendu compte que c'était totalement ma place. J'adorais ça, faire ça, puis j'aimais ça, leader des équipes. Puis là, je me suis comme trouvé une vocation à cet endroit-là, que moi, dans la vie, fallait que je sois en charge de quelque chose avec des gens, puis que je m'occupe d'eux, puis que ces gens-là s'occupent de projets. Fait que j'ai monté ça, puis j'ai eu la chance de l'être pendant peut-être 3 ans, chef moniteur comme ça. Après ça, je suis allé travailler dans les bureaux avec eux aussi, jusqu'à temps que... Puis là, il y en a eu des projets là-dedans, là. Il y en a eu. On a vécu des trips pas d'allure. Puis... Mais c'est ça, là, parce que tu disais à tes amis, on va faire des trips, c'est moi qui vais choisir. Tu peux peut-être nous donner un exemple ou deux de quelque chose que t'as... Ben, je donne un exemple. Tu sais, on a fait des activités de survie en forêt. OK? Quand même! Je donne l'exemple où que, pour ben des gens, c'est pas la première chose qu'on leur propose quand ils sont aveugles complets d'aller, écoute, je te mets en plein milieu de la forêt, là, puis on se revoit demain matin. Mais c'est pas exactement, là, je l'exagère, mais naturellement, on faisait beaucoup de rafting, on faisait des randonnées, on faisait du tir à l'arc, on faisait des chasses au trésor, mais ce qui était le plus important dans notre tête à nous autres, c'était qu'on le fasse pas pour dire ouais, ben là, moi, je l'ai essayé, je suis aveugle, je l'ai essayé, c'est le fun, j'ai un handicap visuel, c'est good, on passe à autre chose. C'est comme si on va le faire pour vrai, puis on va triper pour vrai. On réduira pas la difficulté. Si on s'en fait du tir à l'arc, on ira pas plus proche de la cible. Là. On a le même genre de bras que tout le monde. On va tirer loin, puis si on la voit pas à cible, c'est pas grave, on va juste tirer. Puis on ira voir ensuite si on l'a eu, puis on va se repratiquer, puis on va faire des adaptations différentes de OK, on va le faire à l'endroit où les 6-8 ans le font, même si vous avez 14-16 ans. C'est qu'il y avait vraiment l'impression de tirer comme n'importe qui. On a tiré de la carabine avec la gang. Aïe. Tu sais, on est allé faire... il y a des affaires qu'on est allé faire. Il y a jamais un moment où c'était trop dangereux, mais il y avait pas un moment où j'acceptais que on dise que le handicap était une vraie limite. Si c'était une vraie limite, il fallait que ça soit vraiment une vraie limite. Il fallait que ça soit je ne le vois pas, donc je ne peux pas. Mais pas je te donne un exemple, faire du canot là, faire du canot camping, être aveugle ou pas être aveugle, on peut faire du canot camping s'il y a quelqu'un qui est là pour planter les piquets de la tente une fois de temps en temps, on te donne un coup de main. Puis même là, monter une tente, ça va peut-être prendre plus de temps, peut-être qu'on va se mélanger, mais si on se le fait montrer, on monte une tente pareil. Il y en a, c'est sûr, qui sont capables de le faire. Ben écoute, j'en ai pour preuve que j'en connais une douzaine. Bon, tu vois. Bon. Mais voilà. tu sais, je donne l'exemple très simple de partir un feu en forêt. OK? La société dirait pas
Vous, personne en cécité complète, voulez-vous partir un feu en forêt? C'est sûr que c'est pas nécessairement logique de le faire en solo, mais quand on est un accompagnateur par deux jeunes, qu'on a le temps de le faire, puis que, regarde, ben oui, on va tenir le lighter, puis on va l'allumer, la feuille, puis on va allumer le feu, puis je vais souffler dessus pour l'éteindre si jamais il y a une problématique, mais on va partir le feu, puis on va dormir à côté du feu, puis c'est pas grave qu'il y ait une mouche qui nous rentre dans l'oreille à soir, c'est pas parce qu'on est handicapé visuel qu'on peut pas manger un petit peu de garnotte dans notre sandwich. Moi, ça a été comme ça qui était important pour moi, de dire qu'on vivra pas des demi-expériences de camp de vacances, on va vivre des vraies expériences. Puis moi, à partir de moi, ça a toujours été mon challenge ça m'allumait parce que je voyais beaucoup de parents qui nous mettaient des limites. Oui, les parents, ils avaient peur. Ah oui. Mais ils ont fini par bien me comprendre qui j'étais, puis que je leur expliquais que j'étais un handicapé visuel moi aussi. Oui. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir la confiance des parents, mais aussi à avoir la confiance en eux, en leur enfant, parce que peut-être qu'il va être, si Fred a été capable, mon enfant a un handicap similaire. Pourquoi qu'il serait pas capable lui aussi? Pourquoi qu'il serait pas capable? Puis c'était plus ça que j'avais besoin de leur dire, tu sais, quand ils voulaient pas s'inscrire au rafting. OK? Je dis, écoutez, que vous soyez voyant ou pas voyant en rafting, là, si vous mangez une méchante grosse tasse puis vous allez en dessous de l'eau, ça change rien. Vous allez paniquer pareil. OK? Vous allez paniquer solide, puis c'est pas vous qui allez vous sortir de l'eau, c'est le moniteur qui vous pogne par le collet qui vous remet dans le bateau. Que vous soyez aveugle ou non. Point. OK? Il y a pas de doute là-dessus, les personnes qui s'en sortent comme du monde en tombant en bas du rafting. Les risques sont égaux pour une personne en cécité complète, même que je dirais que les personnes en cécité complète vont être tellement plus prudents parce qu'ils veulent pas se retrouver à l'eau, qu'il y a tellement moins de risques. Puis en plus, les guides, ils font encore plus attention parce qu'ils ont 3 aveugles avec 2 handicapés visuels puis des guides dans le bateau. C'est ça, je veux dire, tout le monde reste conscient. Tout le monde reste conscient, mais pour moi, c'est important qu'on le fasse, puis j'appelais les parents pour les convaincre le soir de dire, écoutez, votre fils, j'ai vu que vous l'avez pas inscrit à ça, est-ce que c'est une raison financière, c'est parce que vous voulez pas qu'il participe, parce que votre fils aimerait ça le faire? Puis là, il disait, écoutez, tu sais, moi, je vois ça comme ça. Puis là, je prenais le temps de leur expliquer. Puis je leur disais qu'est-ce qu'on faisait. Puis je leur disais, écoutez, votre fils, voici ses capacités, voici ses limites. Ça veut pas dire que vous les avez encore découverts, mais toi, forcément, en appelant les parents, c'est que tu y croyais. Là. J'y croyais. Puis j'étais convaincant. J'étais convaincant. Puis même des fois, on revenait puis on expliquait aux parents qu'est-ce qu'on avait fait. Puis, mon enfant a fait ça. Il était impressionné. Puis il disait, regarde, oui, on a traversé un lac à nage. Puis c'est pas grave. Une fois de temps, on peut guider à la voix dans un lac. Là, c'est pas, c'est nager votre enfant. T'sais, c'est des choses où c'est pas la première activité qu'on fait, mais que nous, au quotidien, on le faisait, puis on avait du plaisir. Puis les jeunes, à chaque fois qu'on vit, quand t'as 12 ans, là, puis que tu réussis à faire quelque chose que tu croyais impossible ou que personne même aurait osé te proposer, le sentiment d'estime de soi qu'on vit de ça, c'est le meilleur buzz qu'on peut pas avoir dans le corps. De réussir un défi, là, de dire, de se rendre à sa 124e, 125e épisode d'un podcast, ça fait du bien de se rendre compte quand on arrive là, quand au début, probablement, on savait même pas comment l'enregistrer. Tu sais, il faut les relever, il faut les partir les défis, il faut les relever. Puis moi, c'était tellement important qu'il n'y ait pas un jeune qui me dise, je suis pas capable. Je suis comme, si t'es pas capable, c'est pas à cause de ton handicap en ce moment. Nager, tout le monde est capable. Si t'as un handicap physique, on va t'apprendre à nager avec ton handicap physique. Mais il y a pas de, c'est pas grave, c'est plus long, c'est pas grave, c'est des adaptations, mais on est tellement bien outillés pour adapter que c'est pas supposé être une excuse. Dans le cadre de la fondation, j'enverrai pas un aveugle complexe, c'est pas nager, traverser le lac Saint-Jean sa première tournée, là. On s'entend qu'il y a des logiques à faire. C'est ça, faut toujours, on reste logique. On reste logique. Mais pour moi, l'an dernier, on est allé dans les Alpes avec la fondation. Oui, t'étais là, toi? Oui, j'étais là. J'étais un accompagnateur. J'étais justement avec Olivier Desforges, souvent, qui était là avec nous. Puis on va dans les Alpes. Puis on va skier, puis nous autres, en tant que skieurs, guides, accompagnateurs, handicapés visuels, ou peu importe le rôle qu'on a dans ce voyage-là, on a appris à guider sur des pentes qui sont tapées. Puis on s'en va dans les Alpes skier, puis on skie sur les pentes tapées. Puis il est venu un moment donné, après la première journée, je dis, écoute, qu'est-ce que les gens qui ont pas d'handicap visuel viennent faire dans les Alpes? Ils s'en viennent skier dans de la poudreuse, là, puis ils s'en viennent skier dans des endroits qui sont beaucoup plus difficiles.
Puis ils s'en vont skier dans des endroits, ils font un petit peu d'hors-piste. Puis ils vont faire des choses plus difficiles. Est-ce que le hors-piste, c'est plus dangereux pour nous que pour un handicapé visuel? Oui. Comment qu'on peut l'adapter? Parce que oui, il y a des dénivelés qui changent, il y a des structures de neige qui changent, faut le comprendre, faut le faire. Est-ce que si on y va plus lentement puis on choisit nos pistes, fait que j'ai réfléchi, j'ai parlé au chef moniteur, au gars qui s'occupe des loisirs là-bas, Steve et Alexandre. Je leur ai dit, hey, moi je vais rester un petit peu plus tard ce soir, je vais aller choisir nos pistes, puis je vais aller chercher des pistes qu'on peut faire du hors-piste là, puis notre monde qui veulent faire du hors-piste, je vais les guider en hors-piste un par un. Ça vous va-tu? Puis on est allé faire ça, puis je me souviens que 2 jours après, quand on est retourné en ski dans cette même montagne-là pour le faire, moi, ça va faire partie des plus beaux souvenirs de ma vie que de dire, écoutez, savez-vous c'est quoi skier dans de la poudreuse puis faire du hors-piste? Puis là, ben là, c'est ça qu'on fait. Je dis non, c'est pas ça que vous faites en ce moment. En ce moment, on skie dans les pistes, on est dans les Alpes, mais les gens dans les Alpes viennent skier de la vraie grosse neige, puis ils tombent dans la neige, puis il y a tellement de neige que quand ils tombent, ils touchent même pas le fond. Il y en a trop de neige, fait que c'est pas dangereux. Mais il va falloir que tu me fasses confiance, je vais t'apprendre une nouvelle technique, puis on va le faire. Puis moi, j'avais eu la chance d'avoir des amis extrêmement téméraires qui m'avaient déjà emmené faire assez fréquemment dans l'Ouest canadien de la poudreuse comme ça. J'étais pas un novice dans le dossier. OK. Fait que j'arrive là-bas, puis je me souviens, il y a 4 personnes, 4 des participants avec qui on est allé skier dans de la poudreuse, puis les 4, ils se sont mangés des belles plonges dans la neige, ils sont relevés en riant, puis on s'est relevés, puis on en a fait, puis un bâton pris dans la neige, puis on se relève, puis après ça on réussit, mais on comprend la neige, puis on le fait, puis là on sort à la fin, on est en bas du remont de pente, puis on arrive à remonter, puis on dit « Hey guys, on est dans les Alpes, puis on vient de faire du hors-piste en ce moment, là. » Ça, là, c'est un moment que c'est impossible à vivre si on relève pas des défis, puis si on le vit pas. Puis c'était pas prévu. C'était pas prévu, mais pour moi, c'était impensable qu'on aille dans les Alpes pas faire ça. Sans le faire, ça fait. Sans le faire, puis c'était ce genre d'attitude-là qui était important, parce que la fondation m'avait appris que c'était ça qu'il fallait faire. T'sais, il y avait des gars comme Steve Joseph qui est encore impliqué à la fondation, comme Michael Joseph qui sont pas en lien les deux, mais qui les deux étaient super inspirants, des Julie Lafleur, des moniteurs qui étaient là pour moi, qui eux autres m'ont jamais mis de limite si c'était sécuritaire. Puis pour moi ça là, ça a été dans la vie. Après ça, quand on me dit est-ce qu'on va être capable de se rendre jusqu'au podcast avec le trajet, je sais pas encore comment me rendre, mais je sais que si avec tout ce qu'on a réussi, ça me donne confiance dans les petits défis du quotidien, parce que quand on en vit des plus gros, les plus petits deviennent naturels. Puis c'est plus de savoir comment relever ces défis-là, passer à travers des choses qu'on savait pas. Plus on vit du nouveau, plus c'est facile de vivre du nouveau, puis plus on est à l'aise dans le nouveau, plus on se mêle à la société, à la communauté. Puis moi, ça, je trouve que c'est ça qui brise les barrières, de dire, d'avoir des conversations avec n'importe qui d'autre qui fait pas partie de notre communauté à nous, de notre handicap, puis d'avoir des conversations sur le ski hors-piste avec quelqu'un d'autre qui fait du ski hors-piste, d'égal à égal. Pour moi, ça n'a aucun prix. Ça n'a aucun prix. C'est la plus belle chose qu'on peut pas avoir en termes de fierté. Puis, je veux dire, si on n'a pas de fierté de qui on est et de qu'est-ce qu'on fait, moi, j'aurais de la misère à vivre sans ça. Puis t'as entièrement raison en plus, parce que c'est comme on dit, hein, faut s'aimer soi-même un peu, puis ah oui, absolument. Aimer les autres. Faut se donner les moyens de s'aimer soi-même aussi. T'sais, on peut pas juste s'aimer pour s'aimer, faut apprendre à faut qu'il y en découle. Trouver bon, puis à essayer, puis à trouver les choses dans lesquelles on est bon. T'sais, moi, je parle de sport à la Fondation des aveugles du Québec, mais ça peut être dans n'importe quel défi intellectuel ou dans n'importe quel, tu sais, je veux dire, les meilleurs codeurs que j'ai rencontrés dans mes plus jeunes âges, c'est des personnes aveugles, là. Tu sais, c'est des défis intellectuels encore aujourd'hui, coder là sur un ordinateur. Moi, je trouve que c'est extrême. Et toi, bon, parce que le temps file, hein. Oui. Je jase beaucoup, j'en suis conscient. Parce qu'on a parlé cégep au début, oui. Tu sais, tu disais, bon, t'es allé en loisirs, oui. Bon, qu'est-ce qui en a découlé de ça? Parce que je sais un peu ce qui s'en vient dans le reste de l'entrevue, mais je veux pas faire de faux liens. Moi, loisir, je suis allé là-dedans, j'ai eu, après mon stage, mon premier stage final, j'ai
D'ailleurs, j'ai toujours pas réussi à finir mon cégep à cause de l'épreuve uniforme. Puis ça, c'est OK. Puis ça, je te dirais, c'est encore peut-être la fin de ma crise d'adolescence, où ce que moi, écoute, je le recommande à personne, là, je vais juste le dire en toute honnêteté et franchise. Moi, quand il était le temps de vivre des examens, je ne voulais pas avoir des adaptations pour faire mes examens. Je voulais être jugé en fonction de mes capacités que j'avais maintenant, comme tout le monde. Ce qui est absolument un choix ridicule quand j'y repense plus vieux. Parce que dans la vie, on a le droit à de l'aide, puis ça fait partie de ce qu'on a. Mais durant toutes les 4 premières fois que je l'ai essayé, je l'ai échoué lamentablement à cause que je refusais mes aides puis que j'étais boqué à vouloir avoir mon diplôme sans aide, puis c'était pas possible. Puis j'aurais probablement mon diplôme si j'aurais pas été borné. OK, là, j'ouvre une... On ouvre une autre porte? Non, mais j'ouvre une parenthèse, ouais, OK? ouais. Là, je vais rire de toi un peu. Vas-y. T'as fait 4 fois l'épreuve uniforme de français? J'ai menti. Je l'ai OK. fait 5 fois, mais ça me gêne tellement que j'essaie de les réduire. Ouais, absolument. Hey, quand tu l'as dit tantôt, j'ai dit, hey, pauvre petit, je vais l'aider. Tu sais, moi, c'était ma force. Mais le pire, c'est que c'est pas, je veux dire, c'est pas que je suis si mauvais que ça. Je suis pas très bon en t'as pas français. accepté les... J'ai pas accepté les aides, puis je l'aurais passé haut la main probablement avec toutes les aides qui sont possibles de le faire, mais j'ai vraiment été borné, puis à chaque fois je me suis pratiqué beaucoup, j'étais prêt, puis à chaque fois je me suis dit ben non. Mais c'était vraiment que honnêtement c'était dans ma phase où on commençait à me proposer les aides gouvernementales un petit peu plus pour le travail qui s'en venait. Puis quand j'allais pour avoir un emploi à l'extérieur de la Fondation des Aveugles du Québec, ben je savais même pas si ils allaient m'engager pour ce que j'étais ou parce que ça leur coûtait 50% du salaire. Puis je souhaitais, dans le plus grand du monde, que mon salaire complet soit reconnu pour ce que c'était à cette époque-là, où je cherchais une valeur, tu sais, je cherchais à me mettre qu'est-ce que je vaux moi dans la société. Puis c'était pas nécessairement que je voulais un beau salaire, je voulais mais juste qu'on c'était reconnaisse c'est ça. C'était pas avec les aides puis les subventions que ça nous aidait vraiment à se... Pour du moins pour l'estime de soi, c'est pas la meilleure solution. Par contre, puis je le dis à voix haute, tout le monde qui nous écoute, c'est un problème d'estime, puis il faut toujours oublier ça, puis ça n'a aucun rapport dans ce qu'on vaut. C'est ça, je l'ai utilisé plein de fois, puis je le réutiliserai aujourd'hui sans problème. Mais quand c'est ta première emploi sur le marché du travail, c'est normal que ça te chicote. Notre estime est à bâtir à ce moment-là. À bâtir, puis on est plus sensible, puis on peut l'être longtemps sensible là-dessus. Ça fait pas... utilisons tout ce qu'on a comme ressources, parce qu'on va être capable d'aller encore plus loin, mais c'est pas... Non, exact. En tout cas, moi, ça a été un blocage que j'ai eu longtemps. Bref, t'as pas ton diplôme à cause de ça. J'ai pas mon diplôme à cause de ça. OK. Puis en plus, après ça, j'ai été dans mon... j'ai travaillé dans une école secondaire en intervention en loisirs, puis ils me faisaient faire juste de l'ordinateur, puis j'avais des ordinateurs qui je voulais pas vraiment leur dire que j'avais un handicap visuel, fait que j'avais pas nécessairement d'adaptation dans rien. J'étais dans un endroit qui était pas éclairé, ça marchait pas. J'avais de la misère à lire les communiqués qu'ils envoyaient, c'était tellement pas idéal comme endroit. C'est pas la seule raison. J'étais pas non plus le meilleur à l'emploi directement, mais en plus j'avais de l'entrée de données à faire pour les inscriptions manuellement, puis j'avais plein de choses à faire comme ça, puis ça là pour moi, faire de l'entrée de données là, dans les tableaux Excel, là, c'est exigeant. Là. C'est pas que je suis pas capable de construire le tableau, c'est que faire de la répétition sans faire d'erreurs à des endroits, rentrer des chiffres, rentrer des noms, pas faire de fautes, pour moi ça c'est avec mon nystagmus, mon focus de yeux, c'est extrêmement difficile. OK. Fait que moi, j'ai perdu cet emploi-là assez rapidement. Là. J'ai eu 2 mauvaises évaluations de suite, j'ai été mis dehors. Puis après ça, j'ai commencé à faire plus du travail autonome parce que je voulais pas rentrer sur les CIT et ce genre de choses-là. Puis finalement, j'ai eu un employeur qui m'a engagé puis que je me souviens y avoir dit, écoute, il m'a dit, c'est quoi le salaire que tu voudrais? C'était quelqu'un que je connaissais déjà qui voulait m'engager. Puis il m'a dit, c'est quoi le salaire que tu voudrais? J'ai dit, moi, j'aimerais vraiment ça avoir 16$ de l'heure. Puis tu sais, je me voyais comme, OK, je suis en train de négocier en ce moment mon salaire, puis j'étais tout fier de moi, je voulais mon 16. Puis il m'a dit, écoute, je m'en vais te faire une méchante grosse job, je vais t'en donner 20, parce que tu vaux 20.
Puis cette journée-là, le gars, il s'appelle Martin Hainaut. Salut Martin, je suis sûr qu'il écoutera pas ce podcast-là, mais la journée que cette personne-là m'a dit ça, j'ai été correct après ça pour accepter n'importe quoi d'autre. Fait que je suis retourné le voir 2 semaines après, puis j'ai dit, écoute, tu m'as offert 20. Sais-tu quoi? Je m'en vais postuler sur le CIT, puis ils vont te payer la moitié de ça, puis ça va rien te coûter m'engager. Ça te va-tu? Je suis un handicapé visuel. Puis ça, il est venu me voir, m'a serré la main, il me dit, on a un deal, je suis vraiment content, merci, puis je suis content, puis si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis, je te laisse venir me voir. Puis depuis ce temps-là, ça me prenait juste quelqu'un qui me dise que j'en ai une valeur. Valeur, tu sais, je veux dire, c'est pas... Non, mais qui croyait en toi. Mais qui croyait en moi, sincèrement, pour me donner plus que ce que moi, je pensais. Le chiffre est pas important, là. Le salaire est pas important là-dedans, mais c'était vraiment juste... Il t'offrait quand même plus Il m'offrait plus parce que c'est moi qui voulais. C'est ça. C'est moi qui voulais, puis il trouvait que j'avais des compétences. Puis moi, ce moment-là, ça m'a vraiment, là, ça a été un moment tournant dans ma vie. J'ai commencé à accepter les aides. J'ai commencé à trouver ça. Je me suis dit, ben là, je vais juste être meilleur. Je vais avoir plus de valeur si j'ai les aides. Parce qu'imagine si je suis capable d'avoir ça sans les aides. Ah ben là, avec les aides, je vais être génial. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis senti. Puis de fil en aiguille, avec lui, je me suis retrouvé à partir des petits projets, accepter des projets sur le côté, faire du travail autonome, etc. Puis bon, j'ai ouvert mon entreprise d'organisation d'événements puis de spectacles. C'est vrai que tantôt, tu m'avais dit ça, que tu avais ton entreprise, ouais. puis je l'avais vu sur Facebook aussi, parce que tu disais, quand on avait commencé à vouloir se rencontrer pour l'entrevue, ouais. T'étais dans ça, là, t'étais dans l'organisation de plein de choses. Exactement. Je suis assez occupé. On est une petite équipe. J'ai bâti une équipe de 5 personnes. Puis on a plein de contrats en organisation d'événements. Moi, je fais de la diffusion de spectacles. Fait que j'organise des shows, mais on fait peut-être moi, je produis une 60aine de shows par année en totalité. Puis en dehors de ça, ben il y a les contrats qu'on va prendre dans les autres événements. Fait qu'on a à peu près 75 autres événements à l'intérieur desquels on travaille. Puis on a des mandats. Fait que ça soit des gros mandats dans des carnavals de Québec, dans les festivals d'été de Québec, dans les gros festivals de la province, même des fois à l'international aussi, on va faire ce genre de projet-là. Puis sinon, ben on organise des shows, on book des artistes. C'est un milieu complexe à expliquer exactement qu'est-ce qu'on fait, mais on est là-dedans, puis on bouge des affaires, puis ça se passe bien. Mais c'est génial, ça fait que ça c'est toi qui as bâti ça, c'est toi qui as... J'ai bâti ça de A à Z avec tout le jus de bras qu'on peut pas mettre, mais je te dirais que c'est... ce qui est le fun dans ce genre d'emploi-là, en étant un entrepreneur, c'est que les difficultés que j'ai dans j'ai pas personne. Il y a une différence entre quand il y a des tâches que j'ai plus de difficultés à faire. Quand il y a des choses que je peux pas, ben je vais déléguer cette chose-là à un employé ou à quelqu'un dans mon entreprise qui, lui, est vraiment content de prendre des tâches de plus, d'avoir plus d'heures ou d'avoir un emploi, etc. Puis ça cadre tout à fait avec le modèle entrepreneurial de moi contrôler, de dire qu'est-ce que je vends comme service, ça marche aussi avec ce que je suis capable de faire. Puis j'ai vraiment adapté mon travail autour de mes compétences et non de mes faiblesses. Ben c'est sûr, forcément. Exactement. Exactement. Puis tu peux demander de l'aide, puis tu peux... Je peux demander de l'aide, puis rendu là, je suis même sûr que à travers mon équipe, d'ailleurs, salut s'il y en a qui m'écoutent, il y a plein de tâches que je donne au monde que je suis sûr qu'ils réalisent pas que c'est parce que je suis incapable de faire ou que j'ai pas les capacités visuelles de faire puis que mon équipe pense juste qu'ils viennent de se faire donner un autre dossier. Mais que d'un autre côté, ça fait partie de leur quotidien de faire OK, je suis en mode rédaction de contrat, j'ai de la préparation de dossiers, j'ai de l'entrée de données à aller faire, j'ai ce genre de choses-là. Ben c'est sûr que c'est délégué à quelqu'un, puis ça fonctionne dans l'entreprise naturellement comme une tâche régulière. Parce que tout le monde a des faiblesses, tu sais. Puis c'est ça, parce que n'importe quel employeur peut dire, ben regarde, moi telle tâche... je pense confier à quelqu'un. Tout le monde a des faiblesses. Oui. Moi, j'ai beaucoup de faiblesses, mais une de ces faiblesses-là est mon handicap visuel. Mes capacités visuelles sont une de mes faiblesses. J'ai pas le droit de dire que c'est une de mes forces. Donc, à cause de ça, il y en a d'autres que c'est d'autres choses. Il y en a que c'est des impatients, que c'est des colériques. Il y en a qui stressent facilement. Il y en a qui gèrent mal l'argent. Il y a plein de sortes d'entrepreneurs. Il y en a qui ont des problèmes de santé mentale. Il y en a tout le monde a un problème.
moi, c'est mon handicap visuel et d'autres choses aussi, là, soyons... sinon... Oh non, c'est pas juste... On s'entend. Mais que ça en fait partie, puis... je suis plus gêné de ça parce que j'ai assez confiance en moi maintenant pour savoir que je sais qu'est-ce que je fais, là, tu sais. Ben, c'est une confiance, en tout cas, qui se transmet, je pense, dans le micro. Je le souhaite parce que, en tout cas, c'est un des messages que moi, j'essaye de passer à travers tout, pas juste je veux dire, c'est pas une conversation dans le but d'envoyer un message aujourd'hui, mais que si moi, à travers toutes les conversations que j'ai avec tous les gens que je croise, il y a une chose que je peux, que j'essaye de transférer, c'est surprenant à quel point quand on se met la tête sur quelque chose, on est capable de le faire, peu importe les défis. C'est assez surprenant. Puis quand on regarde ça 5 ans après, on dit hey, ça a donc été facile finalement. Ou des fois il y a des grands défis, mais une fois que les défis ont été faits, là, ils reviennent pas aussi souvent qu'on le pense. Tu sais. Là, il y a j'allais faire un mauvais lien, mais vas-y. On va le faire pareil, OK? Il y a eu 2 autres en tout cas, au moins un, hein? Oui. Parce que tu l'as mentionné dans le début, les filles, hein, au début de l'adolescence, c'était pas si évident, mais ça s'est réglé parce que tu as eu des copines, puis là t'en as une en ce moment. Absolument. Amélie, on te salue. Absolument. J'ai ma copine avec qui ça fait 6 ans que je suis, qui est une voyante, qui a aucun handicap visuel, puis qui Est-ce qu'il y a une belle rencontre qui tourne autour de ça? Comment vous vous êtes connus? Non, c'est connu dans un contexte social où écoute, on a toutes les deux des manières, je te le cacherai pas, la première rencontre était probablement très arrosée. Selon la légende, selon ma version de l'histoire, j'étais un champion de limbo. Elle a été énormément impressionnée par ça. Oui, de limbo. Ouais, non, je l'attaquais toujours avec ça, c'est pour ça que je dis ça, mais non, en réalité, on s'est croisés dans des soirées avec des amis communs, etc. Puis ça tombe que tous ces amis-là, la majorité de mes amis, c'était des gens qui travaillaient à la Fondation des aveugles du Québec aussi. Je suis obligé de dire que le contexte est là. Mais non, j'ai rencontré Amélie comme ça, l'amie d'un ami. Elle a étudié dans le même programme que moi, mais pas dans les mêmes années. Puis on s'est recroisés plusieurs fois. Puis bon, de fil en aiguille, c'est devenu ma copine avec les années. Génial. Puis là, ouais. Puis là, on attend un petit enfant en août. Puis tu sais, on est bien installés. Là, c'est ma copine. Bon, on est fiancés. Puis on s'en va pour... on va se marier en 2021, puis on s'en va à la bonne place. Là. C'est quelque chose qui est pas... la relation avec les filles, je crois que c'était un défi qui était plus personnel parce que ça cachait un manque de confiance en soi et non une réalité. Je sais pas à quel point les filles me regardaient différemment à cause de mon handicap visuel versus moi, je pensais que les filles me regardaient différemment. Ouais, ça, c'est 2 choses. Hein? C'est vraiment 2 choses. Puis que je pense pas que j'ai eu beaucoup de misère avec les filles quand je regarde ça. Encore une fois, avec le recul. Avec le recul, par contre, ma vision du fait que je pense que ma confiance en moi, mon positivisme cachait un besoin d'être positif puis d'avoir confiance en moi parce que peut-être que je n'avais pas tant que ça durant certaines périodes de ma vie dans ce genre de situation là avec les filles, etc. Puis dans une première date, là, quand la fille te demande pourquoi tes yeux ils bougent tout le temps quand tu me regardes, c'est rarement l'affaire la plus sexy à avoir une conversation de 20 minutes sur le fait que t'es un handicapé visuel puis que ben oui, tu fais du snowboard pareil, puis que tu fais des affaires quand même, puis que t'es capable de... Ah ouais, puis tu te promènes en métro quand même. Ah ouais, c'est... Puis là, il y a un petit côté infantilisant, comme on peut ressentir souvent avec tout le monde, mais dans tes premières dates, tout le temps. Ça, moi, je trouve que ça a été très, très difficile pour moi. Fait que je pense que Maintenant, j'ai plus cette problématique-là aussi parce que j'essaye de rencontrer des gens qui... les gens qui sont infantilisants par rapport à quelqu'un, premièrement, c'est pas des gens qui m'intéressent. Fait que il y a pas, c'est moins présent dans ma vie. Il y a pas de chance que ça clique trop. Ouais, mon intérêt est pas là déjà. Tu sais, je pense que ça prend des gens qui sont un peu plus ouverts, qui ont un peu plus d'expérience de vie pour comprendre que tout le monde a son petit handicap au final. Ou son gros. Tu sais. Une chose est certaine, en tout cas, c'est que je pense que t'as fait. Mais puis je dis que t'as fait, mais que tu fais. Dans le fond, puis depuis longtemps, avancer beaucoup de choses, beaucoup de dossiers. Quand on pense aux jeunes que tu as initiés à toutes sortes d'activités que
eux pensaient peut-être pas, leurs parents peut-être ne leur auraient même pas permis si t'étais pas intervenu. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça sérieusement extraordinaire. Ben écoute, je t'en remercie. Puis écoute, j'espère que ces participants-là, ces jeunes-là, continuent dans ce sens-là. Puis encore à la Fondation des aveugles du Québec, les gens qui en font la gestion ont cette mentalité-là. Je dis, c'est pas nécessairement moi qui l'ai instauré. Moi, elle m'a parlé énormément, puis je l'ai embrassé en totalité. Mais les gens qui sont encore là à la Fondation des aveugles du Québec ont encore cette mentalité-là. Puis je dis, mon meilleur ami qui est coordonnateur au loisir, encore une fois là, moi je vais voir souvent, on a encore des projets de levée de fonds ensemble. Là, je m'en vais animer un gala pour eux autres bientôt. Je suis encore impliqué de la fesse gauche, là, mais je suis encore un peu impliqué une fois de temps en temps avec eux. C'est la mentalité là-bas, elle est tellement positive que ça continue, puis ça me fascine tout ça. Et c'est fascinant aussi. Puis bon, ton entreprise que tu as fondée, je pense qu'il y a des gens qui peuvent s'inspirer de ça aussi. Ben écoute, s'il y en a que ça peut inspirer, let's go, mais je pense que ça prouve aussi qu'il n'y a pas... en tout cas, moi, je me suis prouvé à moi-même que c'est pas parce que le gouvernement va mettre une catégorie puis que les statistiques jouent énormément contre nous qu'il n'y a pas des emplois ou des forces qu'on a qu'on peut utiliser. Puis le fait qu'on ait vécu en tant qu'handicapé visuel probablement plus de défis d'estime de soi, probablement plus de défis de déplacement, de transport, des défis du quotidien, d'apprendre plus de choses dans le but d'apprendre quelque chose d'autre, d'avoir à apprendre le braille avant de pouvoir lire, avant de pouvoir faire d'autres choses. C'est des défis, puis ça nous forme, puis ça veut dire que, écoute, on est probablement meilleur en langue parce qu'on a appris plus de manières d'écrire. C'est des choses comme ça qu'on oublie, que ça fait partie de nos forces aussi, le handicap. Et la dernière chose, c'est félicitations pour le petit bébé qui s'en vient. Ben merci. C'est vraiment bien hâte. Ça aussi c'est cool, c'est Absolument. vraiment ça, c'est une nouvelle chose nouveau défi aussi qui s'en Nouveau défi qui vient. s'en vient totalement d'un tout autre ordre. Quelques petites nuits blanches sûrement. Oui, probablement, c'est au calendrier. Au mois d'août, hein, c'est ça. Exact. Ça fait que, hey, Frédéric, vraiment sérieusement, ça a été très agréable. Je t'aurais écouté encore très longtemps. Je pense qu'on aurait pu apprendre encore plein de choses, plein d'anecdotes. Mais je pense que forcément aussi aujourd'hui, avec cette entrevue-là, ça l'envoie plein de choses positives. Je pense qu'on laisse tomber des barrières encore. Je pense que il y a beaucoup de travail à faire. Les barrières, des fois, sont dures à faire tomber. Sont dures à faire tomber, puis on y va une étape à la fois pour tout le monde aussi. Tu sais, c'est des barrières qui sont souvent personnelles, hein, c'est ça qui arrive. Au départ, hein, puis des fois, on a tendance à dire c'est les autres, mais c'est pas toujours. Tu sais, on peut commencer par soi. On peut commencer par soi, puis même s'il y a des problématiques systémiques, ça reste qu'au final, chaque individu est quand même capable d'influencer sa portion des choses, en tout cas. En tout cas, tu nous l'as démontré que c'est faisable. Puis il faut pas perdre l'espoir. Faut avoir confiance. Puis il faut avoir un petit peu de courage aussi. Je pense. Un petit peu de courage. On s'en donne. Un immense merci encore une fois, Philippe. Merci à toi. C'était très agréable de pouvoir partager ça, mais c'est aussi un super beau projet que de pouvoir écouter toutes ces expériences-là différentes. C'est un très beau travail. Ben merci. Merci à toi. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission, un jeune qui sait à la fois se tenir occupé au niveau du travail, de ses loisirs et également de ses amours. Alexandre, homme, à notre rendez-vous du 1er mai.